Retour sur le plateau de Ça nous concerne. Vous connaissez tous Transavia, Ryanair, EasyJet. Ce sont des compagnies low cost qui essentiellement desservent les courts courriers. Et bien désormais, vous allez pouvoir effectuer des longs courriers à tarif réduit. On en parle ce matin. Le low cost touche tous les secteurs de notre consommation. Et on en parle ce matin avec Marc Rochet. Bonjour. Vous êtes président de la compagnie aérienne French Blue qui sera lancée le 15 septembre prochain et qui se veut la première compagnie low cost long courrier en France. Daniel Rapoport, bonjour. Psychologue spécialiste de la consommation. Et Emmanuel Combe, professeur d'économie à l'université Paris 1, spécialiste du secteur aérien et du low cost. Et vous avez publié Le low cost aux éditions de la Découverte. Je vous propose, avant de commencer le débat, de faire le point sur les tarifs aériens qui ont énormément baissé au cours des dernières années. Regardez, c'est un reportage de Benjamin Dard et Éric Béra. Partir au bout du monde n'a jamais été aussi abordable. C'est le constat notamment chez ce comparateur de voyage. Les prix des billets d'avion ont baissé de façon spectaculaire depuis 3 ans. Par exemple, s'envoler vers Madrid coûte 26% moins cher aujourd'hui. Un voyageur paiera 142 € pour se rendre dans la capitale espagnole. Même phénomène concernant les longs courriers. Exemple, la Thaïlande. Le prix du billet pour Bangkok est passé de 766 à 598 € en 2015. Montréal, moins 21%. Prix d'un aller-retour, 549 € aujourd'hui. Cette baisse s'explique d'abord par la concurrence acharnée que se livrent les compagnies aériennes. On avait 20 compagnies low cost donc, en 2004, on en a aujourd'hui donc plus de 70 qui opèrent en Europe. Deuxième élément, les compagnies du Golfe qui ont connu un développement et un essor absolument formidable et qui avec leur hub arrivent à sortir des prix, encore une fois, défiant toute concurrence, 350 € quasiment pour aller aux Maldives quand on payait 600 € précédemment. Les compagnies ont aussi répercuté la chute vertigineuse des prix du carburant. En 1 an et demi, le baril de pétrole est passé de 110 à 48 $. Or, le kérosène pèse pour près d'un tiers dans le coût d'exploitation d'un avion. Voilà. Alors, je vais vous demander, French Blue, qu'est-ce que c'est qu'une compagnie low cost, long courrier? Pourquoi il n'y en a pas eu avant en Europe et en France en particulier? L'analyse que nous avons faite est la suivante. Indiscutablement, les low cost ont commencé à opérer en Europe il y a environ 20-25 ans et ont connu un succès foudroyant puisqu'aujourd'hui, ils représentent la plus grande part du trafic aérien intra-européen. Les noms qui ont été cités, EasyJet, Ryanair, Transavia sont connus de tous. Alors qu'on n'y croyait pas. Au départ, vous disiez que... Certains y croyaient, certains y ont cru dès le début, d'autres n'y ont pas cru. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et en particulier, il faut être clair, les grandes compagnies classiques n'y ont pas cru et on pensait que ça allait s'arrêter très vite. Aujourd'hui, on connaît à peu près la même séquence, c'est-à-dire que des gens imagine qu'on peut faire en quelque sorte la même chose en long courrier. Alors il y a des balbutiements, il y a des compagnies qui existent déjà, je vais citer 2 noms. En Europe, il y a Norwegian qui s'est lancé dans ce secteur. Et en Asie, il y a une compagnie qui s'appelle Scoot qui fait ce travail. Alors, tout le modèle n'est pas complètement mature, il est à ses débuts, il est à ses balbutiements. Et nous avons pensé que la France avait des atouts, on y reviendra tout à l'heure, en matière de demande et de marché potentiel. Et donc, il fallait tenter cette expérience. Nous sommes près d'Air Caraïbes, que je dirige également. Et donc, nous avons des moyens. Cette société se porte bien. Nous avons voulu investir dans ce secteur. D'accord. Et donc, vous la lancerez au mois de septembre. Vous avez annoncé, là, il y a quelques jours, la création de cette nouvelle compagnie. Les trajets concerneront quelle destination ? On va viser au début des trajets qui sont essentiellement touristiques, essentiellement soleil et des destinations où il y a aussi des échanges familiaux. Ça veut donc dire un territoire que nous connaissons bien, l'arc Caraïbe dans son ensemble et en particulier le nord qui va connaître une croissance très forte, République dominicaine, Cuba, et puis ça veut dire aussi l'océan Indien. Donc on va commencer par ça, on va essayer avec 1-2 avions, et puis si le succès est au rendez-vous que nous fixons à tous nos clients, eh bien entendu, nous avons d'autres projets pour aller encore plus loin. Ouais. Emmanuel Combe, ce secteur aérien donc confronté au low cost aujourd'hui, on l'a dit, ça fait une trentaine d'années. Combien vous disiez? Oui, une trentaine d'années, 25-30 ans. C'est un succès phénoménal. C'est il a aujourd'hui complètement changé en fait la manière dont les
les personnes appréhendent le transport aérien. Il y a 30 ans, prendre un avion, ça restait comme un événement assez exceptionnel. On le disait d'ailleurs, j'ai pris l'avion, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de complètement ordinaire, c'est une commodité. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que le succès du low cost sur le court moyen courrier, les vols de moins de 3 heures, peut-être transposable aujourd'hui sur des vols de plus de 5 heures parce que les gens ont pris l'habitude de voyager différemment et notamment on va peut-être y revenir sous la forme d'options payantes parce que c'est aussi ça l'un des secrets du low cost, c'est je paye si je veux plus mais par définition le prix de départ est relativement serré. Relativement serré. Daniel Rapoport, ça nous ramène toujours à cette question, vous étiez venu sur ce plateau de parler du juste prix. Qu'est-ce que le juste prix? Aujourd'hui on se rend compte qu'on peut payer fort peu cher certains trajets et du coup pourquoi pas sur les longs courriers. Voilà. Alors, toute la problématique, justement, est de quel est l'avantage que j'ai. Moi, un consommateur qui, à la fois, veut du rêve et de la fonctionnalité, pour prendre un low cost, où j'aurais peut-être un peu moins de services, où j'aurais peut-être un peu moins le sentiment de bien-être, de sécurité dans le sens où on sait que le bien-être et la sécurité sont reliés. Et c'est vrai que passer 6 heures, 8 heures ou plus dans un voyage, enfin pendant un voyage où j'ai pas forcément du service, va me poser question, surtout si l'avantage prix n'est pas perçu, de manière claire. C'est-à-dire, est-ce que j'en ai pour mon argent, quoi? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Et est-ce que je peux percevoir un avantage réel par rapport à toutes les promotion. Et il y a autre chose que je souhaiterais dire, c'est que le consommateur, puisque j'en parle de l'intérieur, est à la fois régi par de l'émotionnel et du fonctionnel. Alors c'est vrai que le low cost, c'est du fonctionnel, mais que l'émotionnel, c'est le premier, c'est la première réaction, et notamment si on est sur des voyages qui sont plus de rêves, genre famille, évasion, etc. Mais d'un autre côté, je suis d'accord aussi avec vous pour dire que c'est tellement rentré dans les mœurs qu'il n'y a aucune honte à prendre du low cost. Oui, bien sûr. Il faut juste que je sache si c'est vraiment très intéressant par rapport à telle promo et qui ne serait pas low cost. Oui. Ce qui est intéressant, et Marc Rochet va sans doute nous le dire, c'est de trouver le juste milieu entre cette baisse de coût nécessaire pour pouvoir tirer les prix vers le bas et en même temps ce confort minimum, parce que quand même les conditions, les attentes du consommateur sur un vol de 8 heures ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne peut pas offrir un produit complètement dépouillé et forcément minimaliste. Il y a quand même des attentes, soit en option payante, soit sous la forme d'une classe premium. Je crois que c'est le cas sur French Blue. Il va y avoir ça, mais j'ai vu dans votre dossier de presse, dans la présentation que vous avez faite, vous insistez vraiment énormément sur le confort. Et c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avant l'émission. Les gens disaient, oui, mais voilà, on va voyager serré comme des sardines. Et ça, vous ne voulez surtout pas renvoyer cette image-là. Non seulement nous ne voulons pas la renvoyer, mais nous cherchons même le contraire. Parce que de ce qui vient d'être dit, je retiens quelque chose de fondamental, c'est que le succès est en fait basé, le succès de l'entreprise, le succès de la fréquentation des clients est en fait basé sur un degré de satisfaction après le voyage qui doit être supérieur au degré d'attente. J'achète un produit qui est pas cher, mais si en descendant de l'avion, en plus je me dis j'en ai eu pour mon argent et je suis content, c'est la clé du succès. L'avion tel que nous l'avons configuré, c'est un avion dont le confort va être égal, voire supérieur à l'avion que nous faisons voler aujourd'hui. C'est un avion qui va être totalement connecté. C'est un avion dans lequel il y aura Internet à bord pour que les passagers puissent rester connectés dans un monde où c'est devenu une habitude quand c'est pas devenu une passion. Et ces choix-là, nous les avons faits parce que, justement, on ne veut pas que ce soit du faux low cost. Le faux low cost, dans un Airbus, ça consiste à mettre 430 passagers. Nous allons en mettre que 370 parce que nous voulons justement une cabine spacieuse, confortable. Et les réductions du prix du billet, on va aller les chercher, comme l'a dit Emmanuel Combe, d'abord sur les options, payantes, pas payantes. Vous aurez un minimum de services à bord, mais si vous voulez un repas gastronomique, vous le paierez, et vous le paierez en tant que tel et pas comme le passager à côté de vous. Et puis, nous attaquons tous les autres postes de coûts sans faire de compromis sur le confort et sur la sécurité des vols.
Oui, c'est ça, parce que j'ai entendu aussi ce matin en préparant l'émission quelqu'un qui disait low cost, ça veut dire sécurité moindre. C'est totalement faux et depuis 25 ans, les compagnies européennes comme les compagnies américaines qui ont fait du low cost ont prouvé le contraire. Les ASA, organismes de surveillance européenne, classifient aujourd'hui les compagnies que vous avez citées parmi les plus sûres d'Europe. Oui, il y a cette image, low cost. L'image a beaucoup changé, parce que les faits sont là. Les compagnies, paradoxalement, les plus sûres sont les compagnies low cost. Songeons que Southwest Airlines, plus ancienne compagnie low cost américaine, qui a 40 ans d'existence, n'a jamais connu d'accident fatal. Pour une raison très simple, le marché ne pardonnerait pas au low cost le moindre accident. Donc attention, il faut bien distinguer ce qu'on appelle la qualité accessoire et la qualité nécessaire. La qualité nécessaire, c'est la sécurité. Et ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel le client est prêt à arbitrer. Si je vous dis on va aller aux Caraïbes, mais on n'est pas sûr d'arriver pour 50 €, vous me direz même 50 €, c'est trop cher. Donc ça n'est pas un point d'arbitrage. Absolument. Mais je voudrais demander aussi... si vous prévoyez justement tous les services avant-après, c'est-à-dire pas que dans le vol, mais avant-après, genre retard, annulation, est-ce qu'il y aura remboursement de retour si on ne prend pas l'aller? Est-ce qu'il y a donc tout un registre de services? Notre structure est basée sur ce que vous avez d'ailleurs décrit, c'est-à-dire un prix basique, un prix minimal, on va dire, un siège dans d'excellentes conditions de un voyage d'un point A à un point B à un horaire donné. Et puis, il y a des accessoires que vous pouvez acheter avant, voire pendant le vol, à travers, évidemment, tous les bénéfices des systèmes Internet existants. Sur le plan de ce que vous évoquez, à savoir les retards, voire les déplacements, les annulations, on est confronté, comme le transport aérien, à des problématiques qui, parfois, d'ailleurs, ne dépendent pas de nous, mais nous appliquerons totalement les règlements européens qui nous obligent à compenser les passagers financièrement, et nous les appliquerons d'abord parce que ce sont des règlements, mais en plus c'est dans notre culture, et là aussi pas de compromis. Quelqu'un pour une raison X ou Y n'a pas pu prendre son vol, si c'est de notre responsabilité, nous compenserons, nous rembourserons les billets. On le fait déjà aujourd'hui, on le fera encore plus demain parce qu'il y aura encore plus d'internet dans tout ça. Vous parliez du prix basique, vous avez déjà une idée du prix? Pour qu'un prix soit attractif, il faut aller chercher. Alors, nous attendons encore quelques jours pour révéler nos premiers prix parce que, bien entendu, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Mais on a estimé qu'il fallait aller chercher au moins 10 à 15% moins cher que nos concurrents parce que sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit significatif. Ce que je veux dire aussi, c'est que 10 à 15% de moins sur un prix de billet long courrier, c'est déjà un montant en valeur absolue qui est important. Vous l'appliquez à un couple ou à une famille de 4 personnes, ça représente une somme que les gens peuvent investir dans d'autres produits ou d'autres services. Se faire plaisir à l'arrivée, aller dans un meilleur hôtel, voire s'offrir une soirée. Ou pouvoir voyager si on n'a pas forcément les moyens. Exactement. Le modèle économique de la low cost, c'est vraiment ça. C'est le prix de base et après, si on veut plus, on paye plus. C'est l'option payante, tout à fait. Peut-être un mot sur les coûts, parce que pour offrir des prix bas, il faut d'abord serrer les coûts. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire trop de parallèles avec le low cost tel qu'il existe aujourd'hui, qui parvient à baisser les coûts de 50 à 60%. Il faut savoir qu'EasyJet a des coûts au kilomètre de l'ordre de 4 centimes, quand les majors sont à 8-10 centimes. Je ne pense pas que sur le long courrier, on ira chercher des baisses de coûts aussi drastiques. Mais ça va être la même recette, une somme de petites baisses de coûts sur toute la chaîne de valeur qui, à la fin, permet en effet d'offrir des baisses de prix de 20 à 30%. Mais ne transposons pas trop rapidement les clés du succès du court moyen courrier au long courrier. Je crois que le modèle se cherche encore. N'oublions pas que ça fait... dit au début. Voilà, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on cherche la martingale. On ne veut pas rater le temps. Tout à fait. Par contre, Daniel Rapoport, le consommateur peut être séduit par ce type d'offre? Le consommateur peut... ça dépend un peu de quelle cible aussi on touche, c'est-à-dire si ce sont des familles, il faut qu'il y ait un minimum de confort quand même et que les enfants soient un peu occupés et qu'ils puissent jouer et qu'ils puissent, etc., etc. Donc ça, il faut offrir ça aussi. Il ne faudrait pas que les aéroports soient trop loin du lieu d'habitation. Pour vous. Nous opérons sur les grands aéroports. On n'a pas fait le choix d'aéroports très éloignés des grandes métropoles. À notre avis, ça n'a pas de sens. Donc il faut être sur les grands aéroports. Et puis je pense aussi que fondamentalement, le terme même de low cost est quelque chose qui est moins appétant, enfin moins appétissant. Il donne moins envie quelque part par rapport à ce rêve de l'évasion. Que l'on pourrait avoir si on l'utilise différemment. Voyager low cost, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est devenu quelque chose de normal. C'est devenu quelque chose de normal. Sur les courtes destinations en Europe en particulier. Sur les courtes destinations. Mais bientôt sur les grandes. Voilà. Donc dans les longues, il y a
de confort, de sécurité, de bien-être, de service, de prise en charge et aussi maintenant, parce que comme on s'occupe aussi maintenant de ce qui se passe chez les salariés, ne pas payer moins cher justement par rapport au coût, ne pas payer moins cher tel pilote, etc. Enfin, il y a toute une infrastructure... Peut-être un mot là-dessus, justement, oui. N'oublions pas que la relation au prix est compliquée, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire il y a un prix psychologique à partir duquel vous êtes prêt à partir. Le client ne sait pas forcément où il va aller. C'est l'occasion un peu qui fait le larron. Hein. S'il voit un prix d'appel à 200, 250 €, il prendra son billet, peut-être même au dernier moment. Donc on est vraiment sur des comportements qui ne sont pas toujours de l'ordre de la rationalité. Même chose en vol. L'achat d'impulsion, un vol qui dure 8 heures, c'est aussi propice à des ventes qui ne sont pas forcément réfléchies. Donc attention, c'est à la fois un mélange de grande rationalité et le low cost mise aussi sur cette capacité à faire payer très vite le consommateur. À l'arrivée, est-ce qu'on va pas arriver à un prix normal si on ajoute, si je veux avoir 2 valises, si je veux dîner et déjeuner à bord, si je veux X et X prestations? Non, je ne le crois pas parce que, d'abord, sur le prix basique, la baisse des coûts et donc l'attractivité pour une nouvelle clientèle va être importante. Et deuxièmement, on constate aussi que les consommateurs sont des gens raisonnables et raisonnés. Ils veulent être satisfaits de leur voyage. C'est pour nous un élément clé. Je pense qu'ils consommeront au sol et en vol, mais ils savent consommer de façon modérée. On le voit bien, nous, puisque les ventes à bord ou les services à bord, ça se pratique déjà un peu de façon embryonnaire. Bien entendu qu'il peut y avoir quelques excès, mais les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et les clientèles que nous visons ont des budgets de famille qui sont quand même limités, contrôlés. Nous voulons leur donner l'opportunité de voyager un peu moins cher et de voyager plus. Vous évoquez les atouts de la France. Pourquoi est-ce que c'est la France qui aujourd'hui se lance dans cette aventure plus que la Grande-Bretagne ou la Grande-Bretagne... oui, ils ont du low cost, mais pas des low cost long courrier. Je vais le dire autrement. Le transport aérien français est à la traîne. Depuis maintenant plus de 10 ans, il décline de 1% de part de marché par an. Il décline actuellement de 1,4%. C'est les dernières tendances. Elles sont bonnes pour une industrie où notre pays est béni des dieux. Je l'ai déjà dit, nous avons des infrastructures, nous avons un marché important, nous avons des destinations franco-françaises exceptionnelles, comme les territoires d'outre-mer, les départements et les destinations soleil. Mais à cause de nos blocages économiques, à cause de notre lenteur à nous adapter, à cause du fait que le changement n'est pas naturel dans notre économie, et on le voit actuellement dans beaucoup de domaines, eh bien nous sommes à la traîne. Nous pensons que une compagnie comme Air Caraïbes, le groupe Dubreuil, notre actionnaire, qui avons des initiatives et des moyens, on doit se lancer maintenant dans cette novation et je pense qu'elle va emporter le marché progressivement. Emmanuel Combe. Je crois qu'il faut s'en réjouir. C'est la première fois, sans vouloir faire de la publicité pour French Blue, qu'il y a enfin une initiative forte en France. Il n'y en avait pas eu depuis Transavia 2007. Et c'est vrai que la France, c'est un pays... Enfin, l'aérien en France, c'est un peu à l'image de la France. C'est un pays assez conservateur qui voit toujours le changement comme une menace et pas comme une opportunité. Il faut bien voir que là, on va chercher des nouveaux clients. Absolument. On ne va pas faire voyager le businessman. Et je ne pense pas d'ailleurs que ça sera un marché qui prendra 30, 40, 50% de part de marché. Ça va être une niche rentable. Mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Pour une fois qu'une compagnie française se lance à l'assaut du monde, je trouve qu'il faut plôt s'en réjouir. Pas le monde entier, on s'est quand même limité à quelques zones géographiques parce qu'il faut savoir être humble et la réussite est aussi le résultat d'une certaine prise de conscience des marchés potentiels. Je pense quand même que l'idée de la France, est importante et valorisante et sécurisante aussi en même temps. Et justement, je me demandais si, pour compenser un peu les problématiques que pourrait poser la différence entre low cost et promotion dans d'autres vols, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, par rapport à votre nouvelle offre, de valoriser par l'innovation quelque part, soit dans vos nouveaux sièges ou autre chose, de valoriser quelque chose qui remonterait un peu le niveau... Ça va être le cas quand on dit que l'avion qui va voler au mois de juillet sera totalement connecté, sera équipé d'un Wi-Fi à bord, sera équipé d'une liaison satellite avec le sol. Alors bien sûr que vous ne pourrez pas streamer un film parce que ça coûterait trop cher et ça prendrait de la bande passante pour les autres passagers à bord. Mais vous aurez droit à dernières nouvelles, vous aurez droit à vos SMS, vous aurez droit à vos mails. Il y aura une partie gratuite et une partie payante en fonction du débit que vous voulez consommer. Sera sans doute parmi les
tout premier à bénéficier des dernières technologies. Les technologies changent. Je pense que demain, tout le transport aérien y viendra. Mais nous voulons là aussi être un peu en avance sur les autres. Oui. Question, pour qu'un modèle soit rentable, il faut que l'avion soit plein dans les deux sens. Comment on remplit un avion de Punta Cana à Paris? De Paris à Punta Cana, je le vois bien. Comment est-ce que vous arrivez à remplir dans les deux sens? Il faut bien qu'ils rentrent, les gens, non? Exactement. Ils reviennent. C'est aller-retour, en principe. C'est une des caractéristiques du transport aérien de passagers, contrairement au transport aérien de cargo, c'est que les passagers, on les emmène et dans 100% des cas, on les ramène. Donc, ce sont des flux d'échanges permanents. La question que vous posez derrière, qui est celle auquel nous réfléchissons, c'est le problème de la saisonnalité de ces destinations, qui peut avoir un impact sur l'économie. À savoir que à Noël, tout le monde est capable de remplir un avion, même sur une grande distance. Le problème, c'est qu'il faut le remplir toute l'année. Aussi, et ça, c'est par la stimulation, par le prix, soyons clairs. Ça porte un nom barbare pour le commun des clients qui s'appelle le yield management, mais si vous baissez le prix suffisamment, et les low cost l'ont démontré, vous attirez de nouveaux clients ou vous les faites voyager plus. Et en termes de personnel, parce que je sais que chez Air Caraïbes, en ce moment, il y a des inquiétudes, des préavis de grève qui ont été déposés, justement. Ça veut dire quoi? Que le personnel de bord va travailler plus, justement, pour ce modèle économique? Derrière cette question. Premièrement, nous voulons faire travailler le personnel à bord de cette nouvelle compagnie, d'abord en créant des emplois. En gros, une centaine d'emplois par avion. On a des ambitions, donc c'est de la création d'emplois. Je précise, en France, sous contrat de travail français, basé à Paris. Donc on n'est pas dans l'emploi en Thaïlande ou je ne sais quelle autre destination exotique. Deuxièmement, on veut les faire travailler à l'intérieur des normes, mais on veut surtout ne pas intégrer 50 ans d'histoire. Le transport aérien français aujourd'hui, c'est Mermoz. Il faut s'adapter à son époque. Et ça, c'est ce que nous voulons faire. Deuxièmement, vous avez cité les mouvements sociaux. Air Caraïbes, qui est une compagnie, on va dire, un petit peu plus classique. D'abord, les gens ont compris cette nécessité de s'adapter. Nous avons des efforts de communication à faire, d'échange, parce que je comprends que les gens puissent se sortir un petit peu fragilisés. Mais nous avons 10 gros porteurs en commande aujourd'hui. Donc, il y a du travail pour French Blue, il y a du travail pour Air Caraïbes. Vous estimez à 800, c'est ça, 800 salariés 800 embauches, c'est ce que j'ai lu? Non, nous avons aujourd'hui 900 salariés chez Air Caraïbes et nous recrutons environ 100 personnes par nouvel avion chez French Blue. Alors, je crois que c'est très important, aérien ou pas, quand on est sur un nouveau marché, il faut être agile, il faut être opportuniste, il faut une marque, une organisation, un personnel dédié, justement pour tenter le coup. On voit bien qu'on est sur un marché qui est encore instable, ce qu'on appelle le test and learn. Il faut avoir les mains libres, et le meilleur moyen d'avoir les mains libres, c'est de partir d'une page blanche. Voilà. C'est fini. Voilà. Mais vous reviendrez. On aura l'occasion, je pense, d'en parler de cette nouvelle. Bientôt sur French Blue. Voilà, à bientôt. Welcome aboard. Voilà. Merci à tous les trois. À suivre le journal.